bien, c'est toujours un réel plaisir de vous compléter en information et ce dans tous les secteurs, notamment l'information générale, en sport et bien sûr en santé. Madame, Messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro du Journal de la Santé sur Univers Télévision, la chaîne de l'information au service du peuple, avec pour thème général prématuré, né très tôt. Est-ce une fatalité? L'on s'interroge. Et bien sûr, c'est avec les professeurs docteurs Gloire Mbayo, pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa, plus particulièrement en néonatologie. Nous aborderons également la prise en charge et les risques. Eh bien, docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci. Nous ne serons pas seuls, vous le savez. Je suis bien sûr accompagnée de Margarita Rosandol. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria, merci beaucoup. De plein pied, nous allons commencer, docteur. Déjà, c'est quoi un bébé prématuré et qu'est-ce qu'on appelle la prématurité? Voilà, merci beaucoup pour la question. Au fait, un bébé prématuré, c'est un bébé qui est né avant les termes. Et les termes, c'est-à-dire quand une femme est enceinte, on suppose que les termes, ça va de 37 à 42 semaines. Alors quand un bébé est né avant la 37e semaine de grossesse, n'est-ce pas, on considère que c'est un bébé prématuré. Mais sauf que dans cette catégorie, il y a beaucoup d'autres types de prématurés. Peut-être que ça viendra après, mais dans la catégorie de bébés prématurés, nous avons plusieurs types de bébés prématurés selon l'âge avec lesquels ils sont nés. Alors, puisque vous avez évoqué la typographie, il existe donc combien de formes de prématurés? Voilà, dans la catégorie des bébés prématurés, nous avons des bébés qui sont des extrêmes prématurés d'abord, c'est-à-dire les bébés qui sont nés avant la 28e semaine de grossesse. Et puis nous avons des bébés grands prématurés, ceux qui sont nés entre la 28e semaine et la 32e semaine non révolue. Et puis il y a d'autres prématurés, des prématurés moyens, tardifs, ceux qui sont situés entre la 32e semaine et la 37e semaine non révolue. Ce sont là les différents types de bébés prématurés. Margarita, je te passe la main. Alors, docteur Gloire Mbayabo, la prématurité était définie en fonction du poids du bébé ou du nombre de semaines. Voilà, au fait, en néonatologie, n'est-ce pas, pour définir un nouveau-né, qu'il soit prématuré ou nouveau-né à terme, nous avons deux critères. Il y a d'abord l'âge maturatif qui s'exprime en semaines. Et puis nous avons aussi la trophicité. La trophicité, c'est le poids au fait. Et donc du coup, par rapport à l'âge maturatif ou l'âge de naissance du bébé, nous avons des prématurés que je viens de citer. Et donc par rapport maintenant au poids, il y a des prématurés qui sont vrais, c'est-à-dire ils ont des poids qui correspondent à leur âge. Mais nous avons aussi des prématurés qui sont hypotrophes. Des prématurés qui ont un faible poids par rapport à leur âge. Donc c'est ce qu'on appelle hypotrophe. Oui, prématuré hypotrophe. Okay. Mais dans l'hypotrophie, il n'y a pas que des prématurés. Les deux critères sont relatifs à tout nouveau-né. Okay. Même un nouveau-né à terme, il peut être hypotrophe, il peut être aussi hétrophique. Okay. Et donc pour les prématurés, on dit prématuré hypotrophe ou prématuré vrai. Alors docteur, de toutes les formes précitées, laquelle est la plus dangereuse? Voilà. Au fait, déjà, on considère qu'un nouveau-né normal, un nouveau-né à terme hétrophique, c'est-à-dire un nouveau-né qui n'a ni un problème de poids, ni un problème de l'âge. Alors, tous les types de nouveau-nés, parce que dans les types de nouveau-nés, nous avons des nouveau-nés à terme, mais il y a aussi des nouveau-nés qui ont dépassé les termes. Il y a aussi des nouveau-nés qui sont nés avant les termes, c'est ce qu'on appelle les prématurés. De tous ces types de nouveau-nés, ce sont les nouveau-nés à terme hétrophiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni les problèmes de poids, ni les problèmes de l'âge, qui sont normaux, qui ne sont pas sujet à problème. Maintenant, dans les types de prématurés, plus un nouveau-né est né très tôt, plus il pose des problèmes. Et donc, si on voit la catégorie, les différentes catégories de nouveau-nés, extrêmes prématurés, les grands prématurés et les prématurés moyens, on va considérer que ce sont les extrêmes prématurés et les grands prématurés qui sont plus à problème comparés aux nouveau-nés prématurés moyens. Parce qu'ils sont nés beaucoup plus tôt que prévu. Et il y a un principe qui dit plus on se rapproche du terme, mieux ça vaut. Et plus on est loin du terme, plus on pose des problèmes.
Alors, est-ce que la régie est prête? Parce que nous allons vous proposer à présent un bref aperçu sur la situation de prématurés à l'échelle mondiale. Bien sûr, c'est avec les commentaires de Margarita Rosangoy. Est-ce que la régie est prête? Si c'est le cas, alors regardez. En République démocratique du Congo, les bébés prématurés, appelés communément Machombe, sont vus comme une malédiction. Les femmes qui donnent naissance aux prématurés sont dites victimes du mauvais sort, d'après plusieurs personnes interrogées. Pourtant, la réalité est bien autre que les préjugés, souvent véhiculés à travers la société. Plusieurs causes ou facteurs favorisants sont alors à l'origine de la prématurité. Les naissances prématurées sont fréquentes ici en RDC que partout ailleurs dans le monde. Elles sont un véritable problème mondial avec un taux de prévalence considérable en Afrique et en Asie du Sud. D'après l'OMS, 15 millions de nourrissons naissent prématurément et on compte près d'1 million de décès chaque année. Les complications des naissances prématurées sont la cause principale des mortalités chez les enfants de moins de 5 ans à l'échelle mondiale, révèle cette organisation internationale. Face à ces fléaux, l'OMS souligne la nécessité d'éveiller à ce que la mère et la famille jouent un rôle central dans le soin apporté aux nourrissons. De retour sur ce plateau, la réalité est bien autre, a dit Margarita Rosangoy dans ce bel bref aperçu. Docteur Gloire, est-ce qu'on connaît les nombres de prématurés ici en République démocratique du Congo? Voilà, nous devons dire qu'on ne peut pas estimer de façon formelle les nombres des prématurés. Mais ces nombres varient considérablement d'une étude à une autre. Jusque-là, déjà, il n'y a pas d'études vraiment qui s'est étendue sur beaucoup des centres ou bien dans toutes les provinces du pays. RDC, ouais. Alors, ce qui fait qu'il y a des estimations. On sait que, par exemple, nous avons 15 millions dans le monde et la majorité de ces prématurés se retrouvent dans les pays d'Afrique subsaharienne, notamment la RDC. Et ça, c'est ce qui est connu de tous. Mais sauf qu'on n'a pas de chiffres bien définis au Congo. Alors docteur, le commun de mortel se pose la question, quelles sont les causes vraiment de manière concrète de la prématurité? Voilà, au fait, nous avons plusieurs causes liées à la prématurité. Alors, il y a des causes liées à la mère, il y a des causes liées aussi au bébé lui-même, n'est-ce pas? Et puis nous avons des causes environnementales, si on peut dire des causes socio-économiques. Les causes liées à la mère, par exemple, il y a certaines pathologies maternelles, certaines maladies de la mère durant la grossesse, qui peut faire en sorte que la mère ait un enfant prématuré. Notamment les mères qui ont, par exemple, de l'hypertension ou la dysgravidie, quand ils ont des problèmes de tension durant la grossesse. Des fois, on peut même arriver à arrêter la grossesse, donc à entraîner une naissance prématurée pour éviter les décès de la mère. On a par exemple des infections maternelles durant la grossesse. Quand une mère fait des infections comme l'infection urogénitale, quand une mère fait des problèmes comme les paludismes, il y a aussi des conditions socio-économiques défavorables. Quand une mère n'est pas correctement nourrie, quand elle transporte des charges très lourdes durant la grossesse, les traumatismes et tout ça, ce sont des choses aussi qui peuvent conduire à la grossesse, à la naissance prématurée. Donc la prématurité peut être considérée comme une complication de la grossesse de la mère? Oui, évidemment, il y a des pathologies de la mère qui peuvent conduire à la prématurité. Donc en soi, la prématurité n'est pas une complication. Selon les communs de mortels, ils disent, bon, il y a des complications qui font naître des prématurés. Mais est-ce que le fait de donner une naissance au prématuré n'est pas une complication en soi? Est-ce qu'on peut considérer la prématurité comme l'une des pathologies survenues pendant la grossesse? La prématurité n'est pas une pathologie. Okay. La prématurité est le fait que l'enfant est né avant. Mais il y a des conditions et de la mère et du bébé qui peuvent faire en sorte que cet enfant naisse avant les termes. Quand une mère pose problème, quand il a les paludismes, quand une mère, généralement une mère qui est enceinte ne doit pas avoir des douleurs abdominales, des lombo-hypogastralgie. Okay. Quand vous voyez que la mère a des lombo-hypogastralgie, il faut vite l'amener à l'hôpital parce qu'il y a peut-être menace d'accouchement prématuré. Et d'ailleurs, on parle de menace d'accouchement prématuré quand la grossesse a atteint au moins 28 semaines. Parce que 28 semaines, c'est l'âge de viabilité chez nous. C'est-à-dire, ces bébés-là, s'il naît, il peut vivre. Okay. Mais ailleurs, l'âge de viabilité des bébés, c'est jusqu'à 22 à 24 semaines.
Maintenant, chez nous, quand la femme, par exemple, a une grossesse de moins de 28 semaines et qu'elle a des douleurs, des lombo-hypogastralgiques, c'est-à-dire les douleurs au bas-ventre, on considère qu'il y a menace d'avortement spontané. Mais quand, à partir des 28 semaines, on considère qu'il y a menace d'accouchement prématuré. Tout dépend de l'âge de la grossesse. Et pourquoi cette différence? Si ailleurs, c'est déjà de 22 à 24 semaines, et ici, pourquoi c'est 28 Ça semaines? dépend de... On a dit que ce sont vraiment des nouveau-nés à problème. Ils n'ont pas de respiration autonome. Il y a beaucoup de complications. Par rapport au plateau technique, n'est-ce pas? Par rapport au plateau technique, c'est ce qui définit notre capacité à élever ces bébés-là. Ceux qui ont moins de 28 semaines, nous, on ne sait pas les élever. C'est dans les rares des cas qu'on est arrivé à élever des bébés de 27 semaines, 26 semaines. Ils survivent quand même? Oui, ils survivent. Ailleurs, même à 22 semaines, ils survivent. Non, mais je parle vraiment de la RDC, plus précisément. Oui, nous, on a déjà élevé des enfants de 27 semaines qui avaient même 800 grammes. Ils ont survécu et tout ça, donc ça arrive. Et voilà, docteur Mbayabou, vous allez répondre à la question du docteur Arnaud de Catania, qui est généraliste. Il aimerait savoir, l'accouchement prématuré est-il classé parmi les accouchements dystociques ou étociques? L'accouchement prématuré n'est pas nécessairement un accouchement dystocique. Quand on parle de dystocie, ça dit lorsque on a une difficulté, la femme a une difficulté d'accoucher de façon naturelle. Parce que vous devez savoir que l'accouchement, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et d'ailleurs, on parle des termes de diriger un accouchement. On ne fait pas accoucher la femme, mais on dirige l'accouchement. C'est-à-dire, on aide la femme à accoucher. Mais lorsque, en dirigeant l'accouchement, la femme a du mal à accoucher, par exemple, les contractions ne se font pas correctement, ou par exemple, l'enfant ne sait pas sortir, on doit faire l'épisiotomie et tout ça, sont des situations qu'on peut considérer comme des accouchements dystociques, c'est-à-dire difficiles et au-delà de la normale. Mais un nouveau-né peut naître tout à fait normalement, c'est-à-dire il naît, il sort sans problème. Là, c'est tout à fait une étocie, ce n'est pas une dystocie. La dystocie ou l'étocie, ce n'est pas par rapport à l'âge du bébé, c'est par rapport au phénomène physiologique qui se passe durant l'accouchement. Alors, il poursuit Donc, c'est pour répondre, je peux dire un nouveau-né prématuré peut naître étociquement, tout comme il peut naître aussi dystociquement. Voilà, docteur. Donc, ça, c'est sa seconde question. Il aimerait également savoir comment expliquer la survenue d'une rétention placentaire en cas de l'accouchement prématuré. Oui, j'aimerais quand même qu'on essaie un peu de faire les distinguos. Hein. Il y a le fait qu'on ait certains problèmes obstétricaux, les problèmes liés à l'accouchement, n'est pas lié nécessairement à l'âge du bébé. Okay. Donc, il n'y a pas de problèmes spécifiques lors de l'accouchement pour les prématurés. Okay. Non. Les mêmes problèmes qu'un nouveau-né à terme pourrait poser, les mêmes problèmes qu'un nouveau-né prématuré pourrait causer. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge du bébé. Donc, il n'y a pas de raison spécifique des rétentions placentaires pour les prématurés que les nouveau-nés à terme ne poseraient pas. Ok, merci beaucoup, docteur. Alors, docteur Gloire, vous avez mon prénom, je le disais tantôt. Alors, quelle est la relation entre une grossesse gémellaire et la prématurité? Voilà, merci pour la question. D'ailleurs, quand j'étais en train d'énumérer les causes, vous m'avez coupé la parole. Hein, je n'ai pas fini. Il est en période de rebondir. Voilà, parmi les causes de l'accouchement prématuré, il y a également des grossesses gémellaires. Généralement, les grossesses gémellaires arrivent difficilement à terme. À cause de la distension utérine, il y a deux bébés, l'utérus est tellement distendu, on a la facilité avec laquelle le col utérin peut s'ouvrir. C'est comme ça que généralement, les grossesses gémellaires naissent prématurément. Déjà, c'est quoi une grossesse gémellaire? C'est lorsque vous avez au moins 2 enfants dans l'utérus. Okay. C'est-à-dire ça peut être des jumeaux, des triplés, des quadruplés, ainsi de suite. Donc, ça fait partie des grossesses, au moins 2 ou plus. À présent, nous allons prendre la deuxième partie de notre émission qui est axée sur les conséquences de la prématurité. Docteur, quels sont les risques liés à la prématurité? Voilà. Et déjà, je reprends le principe que j'ai dit, plus tôt l'enfant naît, plus il est à risque. Et plus les bébés se rapprochent du terme, moins il est à risque. Et donc là, on comprend que les extrêmes prématurés, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant 28 semaines, et le
grands prématurés, ils sont plus à risque que les prématurés moyens. Donc plus on se rapproche du terme, moins on est à risque. Et donc la prématurité atteint pratiquement tous les systèmes, tous les organes du corps. Si nous allons par exemple au niveau de la tête, les enfants prématurés, ils font généralement des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies de la tête. Il y a des raisons pour ça. Il y a d'autres nouveau-nés, toujours par rapport à la tête, qui n'arrivent pas à bien respirer. Parce que notre respiration est conditionnée ou bien commandée par un centre qui est au niveau bulbaire, au niveau du cerveau. Et ce centre-là est immature chez les prématurés. Parce que tous les risques sont liés à l'immaturité de tous les organes du corps. Et donc l'immaturité du centre bulbaire fait que les nouveau-nés prématurés, il peut présenter une détresse respiratoire, une difficulté respiratoire. Il peut même avoir des pauses respiratoires, c'est-à-dire il respire, il fait 20 secondes ou plus sans respirer. On peut avoir des problèmes pulmonaires, des complications pulmonaires comme ce qu'on appelle la maladie des membranes hyalines. Dans notre poumon, nous avons on appelle ça des alvéoles, c'est comme des petits ballons. La régie qui nous a aidé à lancer quelques-unes. Il y a des petits ballons dans les poumons qui permettent à ce que l'air entre et sorte. Et puis, il y a une substance qui est à l'intérieur de ces ballons qu'on appelle les surfactants. Et chez les prématurés, cette substance-là n'est pas bien produite ou elle est produite en quantité insuffisante et généralement, elle est de mauvaise qualité. Et comme cette substance-là n'est pas là, ces alvéoles, ces petits ballons vont se collaber, vont se fermer, empêchant ainsi que lorsque l'enfant respire, que les alvéoles puissent s'ouvrir. C'est comme des ballons d'air. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça entraîne la maladie des membranes hyalines. On peut aussi avoir des difficultés de digestion. Les nouveau-nés, prématurés, ils ont des capacités de leur estomac qui est réduite. Et donc, quand vous donnez des grandes quantités de repas, ils peuvent s'encombrer, ils peuvent, disons, présenter aussi des difficultés respiratoires. On peut aussi avoir des problèmes de jaunisse, qu'on appelle l'ictère. Quand je vois cette photo, je vois que c'est un bébé qui est ictérique. Donc, il y a des enzymes, c'est aussi des substances qui permettent le fonctionnement de certains éléments du corps qui sont déficitaires. Cette enzyme, on appelle les glycérolyltransférases. Ce qui fait que le bébé peut devenir jaune. On peut aussi avoir des intoxications médicamenteuses parce que la capacité de leurs reins à éliminer les produits médicamenteux, n'est-ce pas, n'est pas encore optimale. Donc, ils peuvent présenter des intoxications médicamenteuses. Donc, il y a beaucoup de complications. Ils peuvent avoir l'anémie. Généralement, ils ont une capacité de stockage réduite du fer, ce qui fait qu'ils peuvent présenter une anémie tardive qui survient généralement entre la 6e et la 12e semaine. C'est comme ça que chez ces prématurés, généralement, on donne le fer à partir de la 2e semaine. Ils peuvent présenter des complications infectieuses. Ils peuvent avoir des infections parce que leur système immunitaire, le système de défense n'est pas encore bien développé. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Il y a tellement beaucoup de complications liées à tous les organes du corps. C'est ça. Alors, professeur, puisque vous avez dit qu'il y a tellement de complications, alors quelles sont donc si l'on doit circonscrire, quelles sont les principales complications à surveiller chez un prématuré, outre que ces nombreuses complications précitées? Voilà. Ces complications-là sont résumées dans... comment est-ce qu'on peut dire? Il y a un terme qu'on utilise pour la prise en charge des prématurés, c'est les 5 chaînes. Les 5 chaînes de prise en charge des prématurés sont relatives aux différentes complications les plus fréquentes, notamment l'hypothermie. Ils peuvent présenter l'hypothermie, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas contrôler leur température du corps. Et l'hypothermie peut conduire aussi à l'hémorragie du cerveau. Et là, c'est très fréquent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on met les prématurés dans la couveuse, pour éviter l'hypothermie. Et c'est pour ça on les met dans la couveuse, ou s'il n'y a pas de couveuse, on peut faire la méthode kangourou, ou carrément on peut mettre l'enfant bien l'emmailloter et puis on met des bouillottes et tout. Et puis il y a d'autres complications les plus fréquentes comme l'hypoglycémie. Ils n'ont pas beaucoup de réserves en glucose dans le corps, ils peuvent avoir moins de sucre. C'est comme ça on les alimente plus tôt ou carrément on met la perfusion si la mère ne sécrète pas encore ou s'il n'est pas encore dans la possibilité de commencer l'alimentation par la bouche. C'est aussi une complication fréquente. Il y a aussi des complications infectieuses, c'est fréquent aussi. C'est comme ça chez les prématurés, il faut respecter l'asepsie. Bien se laver les mains avant de les manipuler et tout ça pour éviter des infections. Et c'est la raison pour laquelle généralement les prématurés, on leur donne aussi des antibiotiques si on suspecte vraiment qu'il y ait infection.
Il y a aussi d'autres complications, ils ont des problèmes respiratoires, ils ne savent pas respirer, demain ils peuvent présenter des difficultés respiratoires. Donc on peut être aussi amené à donner, par exemple, de l'oxygène aux prématurés. Donc c'est un peu les complications les plus principales en rapport avec les différentes chaînes de prise en charge des prématurés. Alors avant de poursuivre, je demanderai une fois de plus à la régie de nous balancer le témoignage d'une femme qui a vécu cette situation. Elle nous parle de tout ce qu'elle a traversé en donnant naissance à un prématuré. La régie. Ce bébé pèse à peine 700 grammes. Il est né prématurément, ainsi que son frère jumeau, en dessous du kilo 500 requis dans sa situation. Sa mère, Kalira Bata, qui en apparence affiche ce sourire, vacille pourtant entre douleur et soulagement. La jeune maman de 37 ans, mère de 7 enfants, vient de perdre un de ses bébés. Et depuis peu, ce réconfort, celui de pouvoir tenir enfin son second bébé dans les bras. Les bébés, ils nous sont arrivés le 20 juillet, c'est ça? Ils étaient 2 et malheureusement on a perdu un en cours d'hospitalisation. Ils sont arrivés très petits, moins d'1,5 kg et surtout en hypothermie, ça veut dire la température très basse et ça c'est mortel pour le nouveau-né. Tout commence le 19 juillet 2017. Kalira Bata quitte son village de Dakola, près de la frontière ghanéenne, pour se rendre au centre médical de Pau. Elle est à 8 mois de grossesse et vient pour une consultation. Le cas de Bata Kalira fait partie d'un grand nombre de femmes que nous avons reçues au cours de l'année et pour lesquelles nous avons donc toujours évacué vers Ouaga pour le suivi. Voilà, parce que les prématurés, n'ayant pas de salle, c'est difficile de suivre, d'assurer donc le suivi des prématurés. Et Bata Kalira, je pense qu'elle est venue ici, donc étant vu la prématurité avec d'autres problèmes, on était dans l'obligation donc de l'évacuer donc sur Ouagadougou. Mais 145 km en ambulance, c'est long, très long pour une femme en travail et sur une route parsemée de ralentisseurs. Kalira accouchera en chemin. Eh bien, des retours sur ce plateau, docteur Gloire. La pédiatrie, n'est-ce pas, c'est votre champ de bataille. Mais je crois bien que vous avez connu beaucoup de témoignages, vous avez connu beaucoup de cas. Est-ce qu'il y a un cas particulier qui vous a vraiment touché, où il y a eu beaucoup de complications, mais au finish, vous avez réussi à vous en sortir? Oui, je me rappelle toujours le cas d'une dame. Son enfant doit avoir 2 ans et l'enfant est né au mois de février 2021, donc 2 ans et 5 mois pratiquement. Donc, cette femme avait déjà connu, je crois, 2 ou 3 fausses couches. N'est-ce pas? Et puis, elle est venue à l'hôpital. Comme je venais de donner la différence entre menace de fausses couches et menace d'accouchement prématuré. Et donc, quand elle arrive, il y avait un médecin généraliste qui était là, qui pose la question sur l'âge de la grossesse. Il dit non, c'est autour de 27 à 28 semaines. Ah, là d'ailleurs, ce n'était pas éthique pour ces médecins-là. Le médecin lui dit, ah d'ailleurs là, c'est un enfant qu'on va sortir et jeter. Oh là. Donc il a carrément dit ça. De manière aussi brute en tout cas, franchement. De manière aussi brute que ça. Et l'enfant est né, il était tout petit, il avait à peine 980 000 grammes, juste. C'est un enfant qu'on a essayé d'élever et tout ça. C'était pas facile. La mère a resté pendant longtemps à l'hôpital, elle faisait la méthode kangourou. C'est un enfant qui a présenté des anémies, on a traité son anémie, on a continué à suivre régulièrement. Je me rappelle même une fois, ils étaient venus à l'hôpital, dans mon cabinet privé, et l'enfant a posé problème. On devait transfuser, mais on a cherché le sang dans les environs. Il n'y avait pas assez, il n'y avait pas de sang. Et puis, ils n'avaient plus de carburant. J'ai donné ma voiture. Ils sont allés dans un autre hôpital, un grand hôpital où j'ai travaillé.
C'est là qu'on a transfusé l'enfant et on a continué à les suivre. C'était Et vraiment... l'enfant, comment il s'appelle? Je pense qu'il s'appelle Gloire. Il doit porter votre prénom. Il ne s'appelle pas Gloire. Bon, je n'ai pas demandé la permission pour donner, mais c'est un enfant qui a grandi aujourd'hui, une jolie petite fille. Vraiment là, un total succès. Donc à la fin de l'émission, je vais vous montrer les images de la photo. Sa maman continue à m'envoyer les images de la petite. Elle est toute mignonne là. Alors, elle a bien évolué en tout cas. Ok, poursuivons. Docteur, quelles sont les différentes modalités thérapeutiques de la prématurité? Voilà, au vu de toutes les complications et tous les risques que nous venons de citer ici, on a plusieurs moyens thérapeutiques. Parmi toutes ces complications, il y a des complications que j'ai citées, notamment l'hypothermie. Parce que ça, c'est ce qui amène rapidement les prématurés vers l'hémorragie du crâne et puis le décès. C'est comme ça qu'on met généralement les prématurés dans la couveuse. Mais à défaut d'avoir la couveuse, on peut faire ce qu'on appelle la méthode kangourou. C'est une méthode qui est tout à fait simple, ça ne demande pas de moyens sophistiqués. C'est question juste d'avoir la poitrine de la mère, ou à défaut de la mère, on peut même avoir les pères ou bien un autre membre de famille qui est disponible. Ah, donc même le père? Même le père, il peut faire aussi la méthode. Donc toute personne humaine? Toute personne humaine, toute personne. On a juste besoin d'une poitrine disponible. Et les bébés, on a juste besoin d'un pagne pour... le bébé doit être peau à peau avec sa mère, son père ou un autre membre de famille. Et c'est vraiment une méthode qui est très efficace. Ça a commencé en Colombie, à Bogota, par un médecin qu'on appelle le docteur Rey Sanabria. Au fait, là-bas, on avait développé cette méthode parce qu'il y avait une carence en couveuse. Mais vite, on a compris que cette méthode n'a pas que d'avantages pour essayer d'éviter l'hypothermie chez les bébés, les refroidissements, si vous voulez, en termes simples. Mais ça a beaucoup d'autres avantages, notamment ça développe l'intelligence du bébé. Moi d'ailleurs, pour devenir pédiatre, mon travail de fin de spécialisation, j'ai fait sur ça. J'ai comparé un groupe de prématurés qui étaient mis dans la couveuse, élevés dans la couveuse jusqu'à ce qu'ils grandissent, et un autre groupe de prématurés qui étaient suivis avec la méthode kangourou. J'ai vu que ces prématurés avec la méthode kangourou, ils avaient des issues neurodéveloppementales, c'est-à-dire leur quotient de développement était un peu plus avancé par rapport aux bébés, disons, qui étaient dans la couveuse. Et de plus en plus, la méthode peau à peau, ailleurs dans les pays développés, est plus utilisée pour ses avantages sur le cerveau du bébé que à cause de la pauvreté, parce qu'il ne manque pas de couveuse. Mais ils utilisent plus cette méthode-là pour... cet avantage-là et tout. Donc, ça, c'est vraiment une méthode que on pourra, si vous voulez bien, prochainement, on pourra faire toute une émission pour donner les avantages de la méthode kangourou, comment on les fait. Je pense que c'est la méthode la plus fréquente ici. Moi, ma soeur, on l'a aussi envoyée dans une salle où elle devait pratiquer le kangourou. Moi, quand je suis arrivée, je me posais la question, mais c'est encore quoi ça, d'où ça sort? Et je pensais que c'était ma grande soeur elle-même qui appelait cet endroit comme ça. Et au final, je me suis rendu compte, non, c'est comme ça qu'on l'appelle. Malheureusement, contrairement à ce que tu viens de dire, ce n'est pas la plus répandue chez nous parce qu'il y a des hôpitaux qui refusent même de pratiquer cette méthode alors qu'elle ne coûte rien. Parce que c'est la plus plausible. Mais justement, on doit vulgariser les résultats. On doit conscientiser les personnels soignants. Il y a d'autres qui disent que les mamans ne sont pas propres et tout ça, l'enfant va s'infecter. Au contraire. Ce bébé-là a été conçu, porté par cette mère, n'est-ce pas? Et donc, il est habitué aux microbes de la maman, contrairement aux microbes qu'on peut trouver dans la couveuse. Donc, contrairement à ce que vous pensez, cette méthode n'est pas appliquée partout. Il y a des gens qui continuent à refuser cette méthode et ont peur que l'enfant peut mourir dans les bras de sa maman ou attraper les microbes. Donc, je pense que prochainement, si on aura le temps, on pourra vraiment, vous êtes médecin pédiatre, quelles sont les stratégies que vous mettez justement en place pour faire une grande vulgarisation concernant la méthode kangourou? Déjà, le fait que je passe ici, j'en parle, c'est une stratégie. C'est pas une première, je fais déjà des émissions sur ça. Mais bon, il faut plus de vulgarisation. Je suis aussi enseignant, vous avez dit que je suis professeur à l'université. Quand je donne cours,
j'enseigne également cette méthode parce que les gens à qui nous donnons cours, ils vont devenir demain des médecins, ils vont faire également et des mères, bien sûr. Des médecins, et d'abord ils sont des médecins, ils vont devenir des mères aussi. Mais une mère ne peut pas imposer une prise en charge à l'hôpital. Donc, il est soumis à ce que l'hôpital dit. Donc, ils seront médecins, ils pourront changer des choses, mais aussi en faisant des émissions et la vulgarisation. Mais vous, en tant que médecin traitant, quelle est la méthode que vous préconisez le plus? Mais évidemment, c'est la méthode qu'en haut, parce que ça ne demande rien. Ça ne demande rien en termes d'infrastructure. Juste la chaleur entre mère juste la présence d'une mère ou d'un père, une personne disponible. Mais évidemment, il y a certains nouveau-nés qui sont encore instables. On peut les garder peut-être 24 heures ou 48 heures dans la couveuse, le temps juste qu'ils puissent se stabiliser. Le temps qu'on puisse aussi coacher la mère, comment surveiller les bébés, comment pratiquer la méthode kangourou, ainsi de suite. Et après, parce qu'il y a des bébés prématurés qui font 1 mois à l'hôpital, 2 mois à l'hôpital. Donc voilà, avec la méthode kangourou d'ailleurs, si vous voyez qu'une mère fait très bien, parce que souvent on a tendance à laisser les bébés sortir quand ils ont 1800 grammes. Là, c'est la pratique aux cliniques universelles, là où je travaille. Mais ailleurs, comme à l'hôpital général, où il y a, je salue le docteur Moui là, qui a appliqué cette méthode en premier ici au Congo. Il est médecin pédiatre à l'hôpital général de Kinshasa. Et lui, il sort les nouveaux-nés même de 1300, 1400, mais sauf qu'il donne rendez-vous régulièrement. Évolution. Voilà, même moi dans mon cabinet, j'ai fait la même chose. Donc je peux sortir l'enfant plus tôt que 1800 et je donne des rendez-vous réguliers avec la maman au centre pour suivre l'évolution et se rassurer que le bébé va bien. Mais ça marche très bien. Dans les modalités thérapeutiques, on ne peut retenir que la méthode Non. Les modalités thérapeutiques, il n'y a pas que ça. Ça dépend des problèmes que vous avez en présence. Les prématurés peuvent présenter beaucoup de risques. S'il a l'hypoglycémie, il faut corriger cette hypoglycémie ou il faut éviter les nourrir plus tôt. S'il a l'infection, vous donnez des antibiotiques ici. Donc, vous voyez, mais ça, un nouveau-né, ce qui tue le plus les prématurés, c'est l'hypothermie. Parce que quand il a l'hypothermie, ça va aller vite vers l'hémorragie intracrânienne et il va décéder. Il n'y a pas de traitement pour l'hémorragie intracrânienne, même ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à nos confrères médecins, un prématuré, l'idéal de les transférer, c'est in utero, dans les seins de sa mère. Alors si vous avez une femme qui a une menace d'accouchement prématuré, transférer l'enfant dans les seins de sa mère, parce que la matrice, c'est la meilleure couveuse qui existe. Transférez-les dans un hôpital où on pourra prendre en charge et la mère et les bébés. Ce qu'on voit souvent, c'est que, je ne sais pas pour des raisons pécuniaires et tout, on garde la mère à l'hôpital, elle accouche là-bas, et puis on le transfère, les bébés, des fois les bébés sont transférés sur la moto et tout ça, avec ces courants d'air et tout, et quand ils viennent, ils sont déjà en hypothermie, et généralement ils décèdent. Ça, c'est vraiment l'hypothermie, c'est la grande tueuse des prématurés. C'est comme ça qu'il faut transférer la mère, les bébés dans les seins de sa mère, transférer la mère qui a une menace d'accouchement prématuré dans un centre qui pourra prendre en charge à la fois les bébés et la mère. Mais sinon, docteur, quel est l'âge qui permet d'évaluer les développements des prématurés? Les développements sur quel point? Développement psychomoteur, développement de la croissance? Développement de la croissance, bon, déjà à partir de la naissance, on peut dire, bon, c'est bon, ils peuvent sortir et rentrer à la maison. Et petit à petit, avec des rendez-vous, est-ce qu'on peut dire qu'à tel âge, on peut arrêter les traitements et l'enfant peut grandir sans risque? Alors là, je comprends la question. Vous parlez plutôt des suivis des prématurés. En fait, c'est comme je viens de dire ici, les protocoles sont différents selon les hôpitaux. J'ai donné 2 exemples. Nous, aux cliniques universelles, dans les services de néonatologie, n'est-ce pas? Et là, on sort les bébés prématurés quand ils ont 1800 grammes. Là, on dit que bon, à 1800, ok, c'est bon. Il peut rentrer à la maison, on donne des conseils à la mère et on donne des rendez-vous réguliers. Mais à l'hôpital général, chez Dr Mouila notamment, lui, il peut sortir des bébés même jusqu'à 1400, 1500 et puis il donne des rendez-vous réguliers. Mais alors, on peut suivre les bébés régulièrement jusqu'à par exemple à 2500 quand on sait que, parce que le poids normal d'un nouveau-né, de tout nouveau-né, c'est à partir de 2500. 2500 à 4000 grammes. Là, c'est le poids normal. Donc, quand on considère qu'il a à peu près 1000, 2500, il peut prendre les vaccins, il peut se comporter comme même les nouveau-nés à terme étrophiques qui n'ont pas posé les problèmes. C'est alors qu'on peut arrêter les suivis réguliers et les suivre comme tout autre nouveau-né. Alors, docteur, on a suivi pendant l'aperçu, l'OMS a fait mention de 15 millions
des enfants, oui, des bébés prématurés dans le monde, ou bien 1 million de bébés qui meurent des suites de la prématurité. Alors, la question est de savoir quels sont alors les récents progrès ou bien quels sont les acquis qui peuvent permettre de mettre fin à ces fléaux. Voilà, déjà, comme on dit en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. Autant mieux éviter que l'enfant naisse prématuré que d'attendre qu'il naisse prématuré et les soigner. Parce que là, toutes les complications dont on a parlé, c'est plus les complications précoces. Tout à l'heure, l'OMS a dit aussi que les enfants de moins de 5 ans, parmi les causes de décès des enfants de moins de 5 ans, il y a aussi des complications de la prématurité. C'est-à-dire même si un enfant a survécu durant la période néonatale, c'est-à-dire les premiers mois, mais il peut mourir juste après, même quelques années après, à cause de sa prématurité. Donc, les plus importants, c'est de prévenir. Et on a vu les différentes causes de la prématurité. Dans la mesure du possible, faisons un effort pour prévenir. Mais à défaut de prévenir, si quand même l'enfant est né prématuré, alors il y a des méthodes, notamment ce que je viens de dire, les 5 chaînes, pour éviter l'hypothermie. Si vous voyez qu'il y a une femme qui va accoucher prématurément, référez la femme dans un hôpital qui peut prendre directement en charge les bébés. En lieu et place de faire accoucher la femme dans les centres. Et généralement, ce qui est déplorable, c'est que la femme accouche, on transfère le bébé, la femme reste là même pendant 1 semaine, 2 semaines. Alors que peut-être le bébé a besoin encore de l'affection de sa mère, il a besoin du lait maternel et tout ça. Vous voyez, ce sont des choses qu'on peut facilement faire et éviter les complications. À part ça, bon, bien soigner les prématurés, bien les nourrir, traiter les complications, les infections. Parce que si vous réussissez à les soigner durant la période néonatale précoce, parce que de tous les bébés qui naissent, qui décèdent prématurés ou nouveau-nés à terme, la majorité, à peu près la moitié des nouveau-nés décèdent les premiers 24 heures de vie. Si vous réussissez les premiers 24 heures de vie, c'est la première semaine. Donc un bébé qui a survécu les premiers 24 heures et la première semaine, il a beaucoup de chances de survivre et tout ça. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons prendre qu'une seule question du public, faute de temps. C'est une question de monsieur Hervé David Moulumba Kalonji. Il s'interroge, quel est le rôle des parents à jouer auprès de l'enfant prématuré? Voilà, les parents peuvent accompagner les personnels soignants parce qu'il y a une 5e chaîne, une chaîne de ce qu'on appelle la chaîne de l'information. C'est-à-dire les parents doivent être réceptifs à l'information que leur donnent les médecins. Les parents doivent demander, poser des questions aux médecins et accompagner les médecins dans leur prise en charge. Parce que vous savez que, bon, c'est vrai qu'on parle de la couverture santé universelle, mais ce n'est pas encore effectif, n'est-ce pas, dans notre milieu. Et donc, comme les parents, c'est eux qui doivent débourser de l'argent pour soigner les prématurés, ils doivent savoir qu'un prématuré, on peut demander beaucoup d'examens, il faut acheter des médicaments. Les parents doivent accompagner les personnels soignants dans la prise en charge de leurs enfants prématurés. Parce que souvent, ce qui arrive, on a demandé aujourd'hui un examen, demain on les redemande encore, on dit mais on avait déjà fait ça, vous exagérez et tout ça. Mais on n'a pas de choix. Donc chez les bébés prématurés, il va traîner à l'hôpital, on va faire des contrôles, les parents doivent accompagner. Comment être flexible? Oui, être réceptif à ce qu'on leur dit, être flexible et nous accompagner, ça va beaucoup aider. Mais aussi les parents doivent chercher l'information. C'est qu'on voit souvent chez nos patients ou notre population africaine, on n'est pas trop à la quête de l'information. Quand vous allez en Occident, quelqu'un qui vient là et tout ça, il n'est pas médecin, mais il a beaucoup de notions sur les problèmes de son enfant, sur les problèmes. On a l'information, on a YouTube, on a Google, l'information est à la portée de tout le monde. Les parents peuvent aussi chercher les informations d'eux-mêmes pour éviter aussi la naissance des bébés prématurés. On peut s'informer sur Internet, on peut s'informer sur YouTube. Donc je pense qu'ils cherchent l'information par rapport aux méthodes de prévention de la naissance prématurée. Ça va aussi aider à réduire la fréquence des naissances prématurées. Nous tendons déjà vers la fin. Docteur Gloire, est-ce que vous avez des recommandations à faire? Bon, j'ai d'abord des recommandations par rapport à nos confrères médecins. Je vais continuer à insister sur ce que je viens de dire tantôt. Si vous voyez une femme qui a une menace d'accouchement prématuré, référez la femme dans un hôpital où on peut prendre en charge
et la femme et les bébés. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est continuer à faire la sensibilisation sur les différentes causes d'accouchement prématuré. Sensibilisons notre population. Là, ce sont des recommandations au personnel soignant. Je ne sais pas s'il doit faire des recommandations aux autorités. Nous attendons impatiemment l'effectivité de la couverture santé universelle. Parce que la plupart des maladies que nous déplorons qui sont en train de décès, ça peut être jugulé par des moyens très simples. Et aussi continuer à soutenir la vulgarisation, n'est-ce pas, des problèmes de santé de la population. Ça va aider, parce qu'on dit souvent la nature a horreur du vide. Comme les professionnels de santé communiquent de moins en moins, ces vides-là fait que c'est plus sur les tradis praticiens et les autres qui communiquent en lieu et place des personnels qui sont attitrés. Aux parents, cherchez l'information. Si vous avez des problèmes, allez à l'hôpital, demandez de l'aide auprès des personnels des personnes qui sont attitrées. Merci, docteur Gloire Mbayabo. Je rappelle, vous êtes pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa, plus particulièrement en néonatologie, et également vous êtes professeur à l'université de Kinshasa. Merci pour votre intelligence. Wow, c'est moi qui vous remercie. Mais également à Margarita Rosangoy. Merci, très cher partenaire, pour ton apport très considérable. Merci beaucoup, Gloria. Et à vous, très cher public, c'est ici que prend fin ce spécial numéro autour de la prématurité. L'on s'interroge, né trop tôt, est-ce une fatalité? Ici, là, vous avez trouvé des réponses à toutes vos questions. Restez branchés sur les antennes des Univers Télévision, car l'actualité, c'est chez nous. Je m'en vais remercier les directeurs des productions et programmes, Carlos Pacassa, avec, n'est-ce pas, l'apport de Junior Konodoli et Kavamuloma, tout ça avec la coordination du directeur général Jacques Kini Mambwene. À très vite.